Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet de fond, comme c'est teasé dans le titre de ce podcast. Alors, on a quelques grosses échéances qui sont passées. J'ai évidemment regardé les combats de Stevenson contre Conceição, de Joyce contre Parker. Je les ai trouvés très impressionnants tous les deux. Et pour moi, tout a globalement été dit dans les différents débriefs, en particulier dans ce Box Attitude, donc rien de spécial à ajouter. Par contre, et c'est ce qui m'a inspiré ce podcast, la situation de Joe Joyce sur un potentiel combat pour le titre qui serait amplement mérité, mais qui, dans les faits, on va en parler, sera pas si simple à mettre en œuvre que ça le devrait. Ça m'a interpellé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines catégories, on a beaucoup de ceintures concentrées entre peu de mains, ce qui va par voie de conséquence vouloir dire beaucoup moins d'opportunités pour le titre, et c'est encore plus vrai quand ceux qui ont les ceintures font eux-mêmes leur petit marché pour leurs adversaires. Et justement, chez les lourds, que ce soit Fury ou même Usyk, on est plus dans une tendance à vouloir choisir ses adversaires plutôt que de prendre ceux qu'on leur donne. Chacun a l'air de vouloir faire en fonction de ses envies, avec des call-outs un peu dans tous les sens. Et forcément, si on parle des champions qui décident eux-mêmes qui sera leur adversaire plutôt que de se le faire imposer, on est obligé de mentionner Canelo Alvarez. Je vais développer à chaque fois mon propos. Alors, le but de ce podcast, c'est pas de dire qu'ils esquivent un tel ou un tel, pas du tout. On parle de 3 très grands boxeurs, 3 très grands champions à qui il reste peu à prouver, mais plus de savoir si ils ont le droit de se comporter comme ils se comportent, avec leurs annonces respectives, avec leur propension à donner l'impression qu'ils vont maintenant faire en fonction de leurs envies, parce que concrètement, ça peut totalement paralyser les catégories dans lesquelles ils évoluent et tuer la compétitivité. Alors il y a bien sûr d'autres champions dans d'autres catés qui concentrent beaucoup de ceintures, Jermell Charlo, Devin Haney récemment, Josh Taylor, mais leur main mise sur les choix des adversaires et la gestion de leur statut de champion, elle a l'air moins autocratique que ceux que j'ai cités précédemment. Donc la question globale, et ce qu'on va chercher à investiguer, c'est est-ce que ces boxeurs-là ont le droit de faire ce qu'ils font, ou est-ce qu'ils paralysent injustement la compétitivité de leur catégorie et donc de la boxe. Pourquoi je dis ça ? Si on se parle concrètement, aujourd'hui, Joyce, c'est le challenger numéro 1 pour la WBO, donc un des challengers obligatoires de Usyk, qui, pour l'instant, a parlé uniquement de Fury ou de Wilder pour début 2023. Donc pas du tout de Joyce à date. Et déjà, est-ce qu'il a le droit de faire ce type de choix ? Et dans quel contexte est-ce qu'il pourrait être contraint sur ses défenses de titre ? Et au-delà de ses envies, Usyk, le sujet, c'est que aujourd'hui, il a 3 ceintures, ce qui fait 3 potentiels challengers obligatoires, un pour chacune des fédés. Donc ça pourrait être long pour Joyce. L'autre solution qu'il pourrait avoir pour un title shot, ce serait, si ça tarde trop côté Usyk, de potentiellement affronter Tyson Fury. Fury qui lui a rejeté l'idée de boxer Usyk si celui-ci ne veut pas d'un affrontement en décembre. Donc il a ensuite ciblé Joshua, et maintenant que Joshua tarde apparemment à renvoyer le contrat signé, il parle d'affronter Manuel Charr. Ici, est-ce qu'il a le droit ? Encore une fois, surtout qui nous fait une petite feinte en disant qu'il considérait maintenant que Joyce était le numéro 2. La place qui est réservée jusqu'alors à Deontay Wilder, et quand Joyce a essayé de prendre la balle au bon en disant qu'il était chaud, Fury lui a répondu sur les réseaux que c'était pas son tour et qu'il devait d'abord s'occuper de Usyk. Donc, comme d'hab, on comprend rien à ce que veut Tyson Fury, mais si on sort du cas pur de Joe Joyce pour poursuivre sur les régimes de faveur qui privent certains d'opportunités, comme je l'ai dit, je suis obligé de m'intéresser à Canelo. Aujourd'hui, le Mexicain, il est champion incontesté des super moyens. Il a toutes les ceintures depuis juin 2021 et sa victoire face à Caleb Plant. Mais par ses choix, il bloque totalement, lui, la compétitivité de la catégorie parce qu'il a attendu juillet 2022 pour reboxer. Mais pour boxer Dimitri Bivol en mi-lourd sans mettre, lui, ses ceintures en jeu. Et par la suite, il a affronté Gennady Golovkin en septembre 2022 en mettant cette fois ses titres en jeu avec une victoire à la clé. Suite à ça, il a déclaré qu'il avait besoin de se reposer pour soigner ses blessures et qu'il ne boxerait pas avant mai 2023 au minimum, voire potentiellement septembre. Et à l'heure actuelle, la personne dont on parle pour son retour, c'est encore une fois Dimitri Bivol pour une revanche chez les mi-lourds, où on peut supposer que les titres de Canelo seraient donc de nouveau pas en jeu. Mi bout à bout, ça pourrait faire plus de 2 ans de privation de title shot pour les réguliers de la catégorie, à moins qu'une seule des fédés ou plus ne finissent par trancher dans le vif, mais on va en reparler. Donc là aussi la question, au final, c'est est-ce qu'il est dans son droit ou est-ce qu'il a un traitement de faveur qui serait inéquitable pour les autres ?
Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut déjà comprendre ce qu'imposent les fédérations concernant les défenses de titre. Alors, chacun a un règlement un peu différent. Il y en a qui sont pas très différents, d'autres beaucoup plus. WBA, il faut une défense tous les 9 mois contre les challengers désignés, dans l'ordre par la WBA, donc numéro 1, s'il peut passer numéro 2, s'il peut passer numéro 3, etc. La WBO, c'est tous les ans pour les lourds et tous les 9 mois pour les autres. Pendant cette période, ils sont libres d'affronter un top 15 WBO de leur choix, avec l'accord de la WBO. L'IBF, c'est 1 an pour la première défense en poids lourd, puis tous les 9 mois, et tous les 9 mois pour les autres catégories, quel que soit le fait d'avoir pris le titre ou de l'avoir déjà défendu. Et enfin, la WBC, c'est un peu plus particulier. Pour eux, un champion doit faire des défenses mandatory ou volontaires 3 fois par an, au moins une mandatory, sauf autorisation express. Et les défenses volontaires, elles doivent se faire contre des challengers entre guillemets qualifiés, donc reconnus comme de niveau suffisant par la WBC. Donc par rapport à ces règles, est-ce que nos 3 mousquetaires sont dans les clous? On va commencer chez les lourds, et par Usyk. Donc Usyk, on l'a dit, il a boxé fin août contre Joshua. Il a déclaré que si le combat contre Fury ne se faisait pas, il voulait Wilder. D'ailleurs, il compte être présent à son combat contre Linus mi-octobre. Je crois que c'est le 15 octobre ou le 14, enfin c'est le week-end du 15 en tout cas. La WBA, elle exige une défense de titre dans les 9 mois et il a donc jusqu'à mai, selon cette fédé, pour affronter aujourd'hui dans l'ordre, donc j'ai fait par tous les challengers classés de la WBA, Daniel Dubois qui est le champion WBA World, Michael Hunter qui est le numéro 1, et Linus, mais du coup son ranking pourrait bouger après le combat contre Wilder, Huggy Fury, Bacolé, puis Joshua. Donc, ce serait improbable qu'on ait un 3ème combat contre Joshua. Côté IBF, il est censé avoir 1 an, sauf si la Fédé considère donc son combat retour contre Joshua comme sa première défense de titre. Donc je sais pas trop, vu que c'était une clause de rematch, est-ce que ça compte comme une vraie première défense? Je sais pas. Si c'est le cas, sa deadline ici elle serait aussi en mai. Ou sinon faut rajouter 3 mois. Et dans l'ordre, les challengers qui pourraient avoir à affronter à l'IBF, ce serait numéro 1 Ergovic, 2 Ruiz, encore Joshua en 3, Bacolé, et enfin, Algid Kabayel en 5ème. Alors bon, là, les classements que je vous donne, c'est les classements actuels. Hein. Ça va bouger en octobre, qui vont les réactualiser. Mais en tout cas, là, d'ici fin septembre, c'est cela. Pour finir, la WBO, donc la fédération qui nous intéresse, puisque c'est celle dans laquelle est classé Joe Joyce. Pour moi, le plus méritant de tous les noms qu'on vient de citer ici. Donc, ces règles, elles sont un peu plus permissives, parce que, pour le coup, elle accepte un combat au bout d'1 an. Donc, encore, ça nous ramène à fin août. Comme ce serait le cas avec l'IBF si jamais ils considèrent pas le combat contre Joshua comme une première défense de titre. Bref, donc là-dessus, WBO c'est sûr qu'il a jusqu'à fin août. Et du coup, c'est celle qui presserait potentiellement le moins Usyk, déjà en termes de timing. Donc c'est chiant pour Joyce. Et en plus, elle prévoit que le tenant WBO peut affronter un top 15 avec l'accord de la Fédé. Donc j'ai l'impression que c'est pas aussi strict sur l'ordre des contenders et qu'il y a un peu un droit de choix par le tenant du titre. Bon, il y a quand même moyen que ça pousse côté promoteur de Joyce pour faire un peu pression, mais du coup ça fait du monde, parce qu'après Joyce on retrouve Joseph Parker, donc qui vient d'être battu par Joyce, Frank Sanchez, Andy Ruiz, Otto Wallin, encore Ergovic, Joshua, Demir Ezen, Hunter, Makin, Kabayel, Zhang, Franklin et Sirenko. Donc à noter que Wilder est présent nulle part dans ces rankings-là, mais ces rankings qui sont des références normalement pour les choix d'adversaires que devrait faire Usyk. Donc voilà, objectivement je dis pas que j'aimerais pas voir un Usyk Wilder, évidemment que ça me plairait, mais vu ces règles, un combat comme celui-là, il rentre potentiellement dans aucun cadre normal, sauf celui potentiellement d'une défense volontaire avant fin mai, mais ce serait quand même un peu déloyal pour les autres prétendants. Après, évidemment, le trick qu'il pourrait y avoir, c'est si Wilder bat Linus le 15 octobre et que ça le fait bouger dans les classements, les fédés, elles sont pas bêtes, elles peuvent, suite à l'intérêt de Usyk qui a été manifesté, le faire ressortir le chapeau dans les premières places. Un autre truc qui est intéressant pour dire que ça pourrait un peu puer pour Joyce, c'est que concrètement, quand on voit le tableau global, un qui est finalement assez bien classé et qui pourrait faire le job côté Usyk, pour être peinard, ce serait Ergovic. Parce que Ergovic, il est numéro 1 IBF et numéro 6 WBO. Donc, ce serait super frustrant pour Joyce de voir le challenger WBA à côté de ça. Donc, si c'est pas Ergovic,
Daniel Dubois lui grille la priorité parce que Dubois avait justement perdu contre Joyce il n'y a pas très longtemps. Mais les deux là sont chez Queensbury, donc sachant qu'ils partagent le même promoteur, Franco Warren, ce serait vraiment injuste qu'il pousse pour un title shot de Dubois plutôt que pour Joyce. Moi ça foutrait un peu la merde dans l'écurie, donc je vois pas trop ça arriver. Mais du coup, voilà, on l'a dit, le scénario défense volontaire contre Wilder ou potentiellement Ergovic ou alors Fury par dérogation ou bien Fury après Ergovic, ça a l'air dans l'immédiat plus probable ou en tout cas plus faisable que Usyk Joyce. Donc j'espère que ce serait faisable pour Joyce avant août prochain, mais vu la conjoncture, les classements actuels des autres fédés et les envies d'Usyk, on ne peut pas non plus dire qu'il a un boulevard, et il pourrait bien être le daron de la farce. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir un promoteur influent qui pourrait pousser auprès des fédés pour avoir le title shot. Donc peut-être que la meilleure option pour Joyce par rapport à ce scénario, ce serait que la WBO exige d'Usyk, si jamais il veut pas l'affronter, de laisser ses titres vacants. Mais si un combat contre Usyk reste possible, c'est pas sûr qu'ils poussent à ce point, parce que peut-être qu'eux aussi ils ont envie de pousser pour ce méga fight d'unification. En tout cas, bien sûr avant de tout laisser vacant, je pense derrière pour pouvoir se refaire un max de sous. Mais bon, si c'était le cas, et donc qu'on n'est pas Usyk contre Joyce, on pourrait imaginer, si la laissait vacante, un Joyce contre Sanchez, du coup, en fonction des classements, un Joyce contre Ruiz, ou même, pourquoi pas, un Joyce contre Ergovic. Les trois, ce serait vraiment pas dégueu. Après, j'ai quand même assez envie de voir un Joyce contre Usyk, surtout en pro, après leur premier affrontement d'amateur, dans lequel l'Ukrainien s'était imposé, et je pense que ce serait pas le même type d'épreuve pour Usyk en pro. Pour enchaîner, un autre truc que j'aimerais voir, évidemment, c'est Joyce contre Fury. Aujourd'hui, Joyce, j'ai l'impression qu'il est quand même au-dessus de Joshua. Je le vois plus dangereux, même s'il a un style beaucoup plus atypique. Mais ça me plairait pas mal, presque plus que Fury Joshua. Et là aussi, comme je l'évoquais, Fury il a déclaré que Joyce c'était le deuxième meilleur poids lourd derrière lui. Joyce il a essayé de sauter sur l'occasion, sur les réseaux, en proposant un combat à Tyson Fury. Le Gypsy King a un peu botté en touche en disant qu'il devait d'abord s'occuper d'Usyk. Mais des déclarations de Tyson Fury, justement, on va en parler. Parce qu'après son troisième combat contre Wilder en octobre 2021, qui lui a permis de conserver sa ceinture WBC, il a affronté Dillian Whyte dans un combat mandatory, donc en avril 2022. Suite à ça, il a annoncé sa retraite et ensuite il a annoncé vouloir un combat contre Chisora. Puis, si mes souvenirs sont bons, il a reparlé, je crois, de retraite. Puis il a dit qu'il voulait Usyk en décembre. Puis il a dit qu'en fait, vu que Usyk voulait pas combattre en décembre, il voulait Joshua et qu'il voulait plus d'Usyk. En ce moment, à l'heure où le podcast est enregistré, il avait dit que c'était trop tard pour Joshua parce qu'il avait mis trop longtemps pour envoyer les contrats signés et que finalement il allait affronter Manuel Charr. Bon, pour moi c'est un peu de l'enfumage, hein. Je pense que s'il a l'occasion de se faire beaucoup d'oseille avec Joshua, il va sauter sur l'occasion, donc je pense qu'il fait un peu chier pour mettre la pression, même si je suis pas sûr que ce soit hyper productif, mais bon, à voir. En ce qui concerne son obligation vis-à-vis de la WBC, du coup, vu leur règlement, pour le coup, on peut considérer qu'il les a respectés, même s'ils ont pu se montrer un peu laxistes sur le flottement autour de sa retraite ou non. Concrètement, il doit faire au moins un combat mandatory et potentiellement 2 défenses volontaires. Bon, je pense après qu'en poids lourd, on est sur une activité un peu moindre exigée à l'année. Vu qu'il a pris White qui était mandatory en avril, il a jusqu'en avril prochain. Donc il est assez libre de faire une défense volontaire. En revanche, la WBC précise que ça va être contre un adversaire entre guillemets qualifié, comme j'ai dit, donc reconnu un peu comme suffisamment intéressant par la WBC. Et si on regarde le classement WBC, évidemment, il n'y a pas Manuel Charr dedans. Mais dans le top 15, aujourd'hui, on retrouve, pour faire son petit marché, Wilder, qui est toujours numéro 1, Ruiz, Sanchez, Elenius, Makhmudov, Joshua, White, Wallin, Bakole, Kosobuski, Ortiz, Hunter, Chisora, Ergovic et enfin Efe Ajagba. Donc concrètement, quand on regarde les rankings actuels WBC, on se rend compte que sa proposition originelle pour un combat contre Joshua, même si elle a été pas mal décriée en disant que c'était injuste, etc., elle est pas si déconnectée que ça, parce qu'il est pas si loin dans les classements, et que du coup, sur une défense volontaire, il resterait dans son droit, même si on peut imaginer qu'on n'aurait pas qu'un seul combat contre Joshua, surtout si Fury venait à perdre. Ce qui est étonnant, c'est que, je l'ai dit, mais Wilder est toujours le premier challenger après un 4e combat du point de vue de Fury, je pense,
est assez hautement improbable, même si Wilder, j'ai vu qu'il avait récemment dit qu'il serait pas fermé. Donc côté Fury, il y a plusieurs hypothèses, et je pense qu'aucune ne concerne Joyce malheureusement. Option 1 pour moi, c'est le deal se fait avec Joshua pour descendre, puis l'affronte Usyk une fois qu'il aura réglé ses comptes entre Britanniques. L'option 2, ça se fait pas avec Joshua, il fait une défense bidon contre Charr, avec l'aval de la WBC, en attendant Usyk. Après, ça implique aussi qu'Usyk fasse le job de son côté. Pour moi, on peut clairement envisager un Usyk Wilder en attendant Fury, ou alors un Usyk Joyce si Frank Warren fait bien son taf, ou bien encore, et là je parle dans un délire complet, mais vous allez voir que ça pourrait être cool, un Usyk Hrgovic avec en parallèle un éliminatoire WBC entre Wilder et Ruiz, et Joyce en embuscade derrière contre le vainqueur d'Usyk Hrgovic, ou de Wilder Fury 4, ou de Fury Ruiz, sachant que ces deux options-là sont quand même très hautement spéculatives, ou bien d'un Usyk contre Fury. Mais voilà, faut pas complètement non plus enlever Joshua de l'équation d'ailleurs. Bon bref, ça fait un beau bordel. Et justement, puisqu'on parle de bordel, mais qu'on a vu qu'on restait malgré tout dans un bordel encadré chez les lourds, on va finir par le plus compliqué de tous, le cas Alvarez, donc Canelo Alvarez, le grand empereur de la boxe qui, lui, pour le coup, fait vraiment ce qu'il veut. Donc, je précise en amont, j'ai rien contre Canelo, c'est un super boxeur, mais comme je l'ai dit, si on se rend finalement compte que côté poids lourd, les magouilles, entre guillemets, elles restent de manière surprenante dans les clous, côté Canelo, c'est vraiment open bar. Donc, petit rappel rapide, même si je l'ai déjà fait un peu avant, Canelo, il a fini d'unifier les super moyens en juin 2021 contre Caleb Plant. Il a donc toutes les ceintures, WBC, IBF, WBA, WBO. En juillet 2022, il a, sans avoir défendu ses titres pendant plus d'un an, défié Dimitri Bivol en mi-lourd, sans mettre ses titres en jeu. Après sa défaite, il est revenu en septembre en mettre ses titres en jeu cette fois contre Gennady Golovkin qui venait des moyens et monté en super moyen pour l'occasion. Il va gagner ce combat de trilogie contre son plus grand rival. Et suite à ça, il va déclarer qu'il ne va pas revenir avant au moins le mois de mai, voire septembre 2023, parce que il a besoin de prendre du repos et de soigner ses blessures. Alors oui, ça arrive de se blesser évidemment, mais du coup ça fera depuis 2 ans que les ceintures super moyens n'auront pas été remises en jeu contre des réguliers de la catégorie. Donc ça va être hyper frustrant pour les boxeurs qui l'occupent. En parallèle, il a botté en touche l'idée d'affronter un d'autres Mexicains. Et donc typiquement Benavidez, c'est un des affrontements, je pense que tout le monde veut voir. C'est un peu chiant si jamais maintenant il refuse d'affronter. Il avait dit ça surtout par rapport à Zurdo, donc il va combattre Bivol pour dire que si Bivol perdait, il affronterait pas Zurdo. Mais il a quand même dit aussi que Benavidez n'avait pas gagné le droit de l'affronter parce qu'il avait rien fait pour l'instant et que c'était pas un des tops de la KT. Moi je pense aujourd'hui que c'est un des plus gros dangers dans la catégorie super moyen, bien que vous allez le voir et c'est assez surprenant, il soit classé dans aucun des rankings des fédérations. Donc concrètement, quand on voit tout ça, quand on parle de Canelo, on peut parler de prise d'otage un peu, surtout que encore une fois, comme on l'a dit, ce qui est discuté pour son retour en l'état, c'est une revanche en mi-lourd contre Bivol, donc toujours pas de remise en jeu de ses titres. Et si d'ici là, on lui dit pas de les laisser vacants, c'est un peu du foutage de gueule, surtout que là, ça se bouscule au portillon. Côté WBA, on a comme champion David Morrell Jr. Derrière, en numéro 2, on a Yerbo Sinuli, on a John Ryder en numéro 3, Caleb Plant en numéro 4, qui a dit qu'il voulait une revanche contre Canelo d'ailleurs, récemment, Anthony Dirrell, et enfin Bazinian, je crois que le Canadien. Dans les rankings IBF, on a William Skull, Caleb Plant encore, Edgar Berlanga, Idigo et enfin Akhmedov. Pour la WBO, on doit se parler encore d'un top 15 du coup parce qu'on peut faire un peu son marché dans les 15 premiers. Ici on a Golovkin qui est toujours numéro 1. On va voir quand tu vas remettre à jour. Andrade, Parker, Ryder, qui revient encore une fois, Berlanga, Bazinian, Idigo, Plant, De Carolis, Jacobs, Lobsan, Chudinov, Martinez, Mbili et Shishkin, qui est russe je crois. Enfin pour la WBC, les mieux classés c'est Siliagin, Plant, encore, Mbili, qui est 3ème cette fois, Dirrell, qui revient aussi pas mal, John Ryder, Jacobs, Hart, Shishkin, Bazinian, c'est ceux qui reviennent encore aussi, Richards, Gongora, Skull, Abdu Gofurov, Kevin Lessadjo, le français, et enfin Falcao. Alors, quand on voit tout ça et les prétendants, je vois pas comment Canelo pourrait ne pas avoir à laisser un titre vacant. Qui doivent abandonner l'IBF, pour moi ce serait le plus probable, parce que pour moi derrière il a une parade pour les autres fédés,
ce serait un combat contre John Ryder. Pour l'instant, Ryder, il est bien classé, on l'a vu dans toutes les autres fédés, on sait que Hearn l'avait en tête pour Canelo, donc ça pourrait être un combat de reprise, et dans l'absolu surtout, je ne le vois pas pouvoir aller affronter Bivol sans mettre de nouveau ses titres en jeu et paralyser la division de tout enjeu compétitif pendant plus de 2 ans sans qu'on lui dise rien, ou alors c'est vraiment trop. Donc Ryder, ce serait un bon moyen de montrer un peu patte blanche avant de signer un nouveau contrat en agent libre avec un promoteur, pourquoi pas PBC pour un combat contre Charlo. Dans tous ces noms, les seuls que je vois un minimum intéressant pour Canelo à date, ce serait David Morrell Jr., Boubou Andrade, même si c'est vraiment pas foufou, et sinon le côté français, hein, évidemment, Christian Mbili, ça me ferait kiffer. Après, ce que j'aimerais le plus, évidemment, c'est un combat contre Benavidez, je l'ai déjà dit, mais à ce stade, j'y crois peu. Comme je suis assez sceptique, toujours moi, sur une revanche contre Bivol, je le répète, mais pour moi, John Ryder, il a des arguments qui tiennent la corde, et je pense que c'est un nom qui pourrait revenir dans les mois qui viennent. Donc pour revenir au cœur de notre sujet, avant de conclure, si chez les lourds, les arrangements, ils sont plus ou moins réglo, côté Canelo, on est un peu sur de l'abus accepté. Alors c'est le privilège d'être un grand champion et de rameuter les foules, hein, d'être le visage de la boxe, mais ces prochains moves et les réactions des fédés, elles vont en dire très très long sur l'état du boxing business. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour de ce vaste sujet, ça aura aussi permis de faire une grosse revue des potentielles prochaines échéances, pour certains des plus gros champions actuels. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez ça juste, et surtout quel combat vous plairait. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'espère que ce podcast vous aura plu. Portez-vous bien et à très bientôt sur Antenne Box.